De retour sur ce plateau pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Jean-Claude Moulinda-Abi et de notre éditorialiste Alfred Chango. L'actualité économique à présent, en Côte d'Ivoire, la filière cacao traverse quelques tribulations, conscient de la répercussion que peut avoir la chute des cours de l'or brun sur son économie. Le gouvernement propose de nouvelles pistes. Les détails avec Oumo Kalsoumba. La production ivoirienne de cacao a chuté de 100 000 tonnes au terme de la campagne 2016. En cause, les aléas climatiques, notamment une période de sécheresse plus longue que prévu. L'État table pour la campagne 2017 sur une production avoisinant les 2 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara invite les acteurs de la filière à améliorer la qualité de la production et d'éviter les mouvements d'humeur. La baisse brutale de 40% du prix du cacao nous a obligés, je dirais, à baisser le prix d'achat aux paysans de 1 100 francs à 700 francs. La Côte d'Ivoire a réduit son budget 2017 en raison de la baisse des prix du cacao. La filière représente 15% du produit intérieur brut, 50% de ses recettes d'exportation et les 2 tiers des emplois directs et indirects. Je peux dire que cela est très douloureux pour le président que je suis. Et j'ai une pensée particulière pour nos parents paysans. Mais je tiens à les assurer que le gouvernement est déterminé à les soutenir. Suite au fléchissement de la filière cacao lors de la campagne 2016, les autorités ivoiriennes annoncent une batterie de mesures. Il s'agit entre autres du renforcement des conditions d'agrément des exportateurs, la mise en place d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre en vue d'accélérer le processus de retour à la normalisation et de procéder à un audit du système de commercialisation du Conseil Café Cacao. Alors Alfred, le président Alassane Ouattara préconise aux producteurs d'augmenter la production, mais on est dans un contexte de chute des cours du cacao. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, limiter la production pour que les prix repartent à la hausse? Bien, ça c'est, j'allais dire, dans le cadre économique normal, effectivement, on pourrait faire jouer ce levier-là, faire de la spéculation autour des cours et autour des prix. Et c'est vrai que depuis 2015, 2016 même, les cours, pas seulement le cours, mais la production cacaoyère quand même, ivoirienne a baissé. Et on espérait effectivement qu'avec cette baisse au niveau international, le cours allait remonter. Sauf que il y a eu quand même une surproduction qui a fait que, malgré la baisse de la production ivoirienne, les cours ont continué à dégringoler. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tout ce que nous savons de la question de l'agro-business et des magouilles qui ont accompagné cette situation-là, l'augmentation de la production pourrait permettre effectivement, si cette production-là, elle a déjà augmenté en ce début d'année par rapport à l'année dernière, mais si on accélère la production et on l'augmente, on prévoit l'avenir, mais en même temps, on peut dire que s'il y a une plus grande production, pour les producteurs, ça peut être bénéfique parce qu'ils pourraient vendre assez facilement des grandes quantités, ça leur rapporterait aussi. Et donc là, il y a une stratégie que Alassane Dramane Ouattara voudrait justement mettre en place pour éviter le mécontentement des producteurs, parce qu'ils sont mécontents non seulement de la baisse de la production, mais aussi du fait qu'un certain nombre d'entre eux ont perdu presque toute leur épargne, tout leur argent dans l'agro-business. Alors la chute, Jean-Claude, des cours du cacao a provoqué la réduction d'environ 5% des budgets de différents ministères, et cela montre une fois de plus les limites des économies qui ne sont pas diversifiées finalement. Ça c'est vrai, là nous sommes dans le domaine de la loi de l'offre et de la demande, et parfois c'est vraiment impitoyable. Après, quand ça se produit comme ça, savoir gérer, avoir prévu aussi, parce que la politique aussi c'est aussi prévoir, Absolument. Parce qu'on ne peut pas toujours espérer que les choses se passent bien. Alors là, c'est le moment
de montrer vraiment qu'on maîtrise le jeu politique auquel on s'est engagé. Donc je pense qu'il faut que les décideurs aillent vraiment, même au niveau mondial, pour aller négocier, parce que ça ne va pas se résoudre seulement au niveau national. Il faudrait vraiment aller négocier d'autres marchés, peut-être auxquels ils n'avaient jamais pensé, ne pas compter seulement sur les marchés qui existent depuis 3 décennies. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment ouvrir aussi les horizons, parce que c'est un problème qui risque de causer beaucoup de dégâts. Alfred, un mot peut-être sur la diversification de l'économie? Oui, ça c'est très important. La Côte d'Ivoire s'est engagée effectivement avec la production anacardière, avec la production aurifère, etc. Il y a des efforts qui sont faits même pour renouveler justement les plantations. Mais c'est une politique qui donne des résultats à long terme. C'est-à-dire que dans l'immédiat, on n'en voit pas les résultats. Donc ça se fait. Mais je pense que l'une des difficultés au fond de la Côte d'Ivoire et de la plupart des pays africains producteurs de ces matières premières, c'est, on le dit souvent ici, le manque d'industrie de transformation sur place. Parce que ça éviterait un certain nombre de coûts, un certain nombre de problèmes. La Côte d'Ivoire, en tout cas, a entamé, il y a peu de temps, fin 2016, un véritable processus de transformation. Exactement. Donc il faut l'accélérer pour éviter justement, quand il y a ces fluctuations au niveau du marché international, qu'on puisse amoindrir les contre-coups pour les producteurs. À part qu'un petit mot, c'est que oui, c'est une bonne chose de commencer à faire cette transformation à l'intérieur du pays, mais il y aura aussi des difficultés auxquelles il faudra faire face, parce que le marché vers l'extérieur, peut-être, il y aura... Voilà. Pour le coup, l'intégration régionale, tout à fait, ça pourrait régler le problème. Voilà. Absolument. Dans le reste de l'actualité, travail impayé, emprisonnement arbitraire ou encore esclavage, les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne rencontrent d'énormes difficultés en Libye, comme nous le montre ce sujet de Birama Saounera. Milliers de migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne qui empruntent le dangereux chemin vers l'Europe. Bouba Fabaré était l'un des 169 migrants rapatriés de Libye le 4 avril 2017. Ce jeune Gambien a été bloqué comme des milliers d'autres Ouest-Africains dans la ville de Chaba, située à plus de 600 km au sud de Tripoli, la capitale. Dans ces pays, les migrants qui souhaitent un avenir meilleur en Europe sont vendus, torturés et transformés en esclaves. En Libye, le noir est traité comme un esclave et il y a des Libyens qui se couvrent le nez lorsqu'ils voient un noir dans la rue. Ils ne veulent pas vous serrer la main ni rester à côté de vous dans une mosquée et parfois on vous interdit même l'accès à ces lieux de prière. Pour atteindre l'Europe, la Libye constitue un passage obligé pour les migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Mais dans ces pays où règne le chaos, en plus de la prison, ils sont souvent victimes de violences physiques et psychologiques. Leur quotidien est rythmé par la terreur, les menaces, les intimidations, les humiliations et les travaux forcés ou impayés. Il m'a dit, j'ai un réfrigérateur dans ma maison et je veux le déplacer dans une autre pièce. J'ai besoin de 4 personnes pour cela. Lorsque 4 d'entre nous l'ont rejoint dans le pick-up, il a verrouillé les portes. Il a sorti un pistolet et tiré un coup, menaçant de nous tirer dessus si on tentait de s'échapper. En Libye, beaucoup de migrants voient leurs rêves brisés et transformés en véritable calvaire. En avril 2017, l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que les migrants sont achetés et vendus dans les marchés d'esclaves modernes de Chaba. A noter qu'en 2016, environ 4500 personnes qui ont tenté le périlleux voyage vers l'Europe sont mortes au large des côtes libyennes. Jean-Claude, quel regard portez-vous sur la situation des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye? C'est une situation extrêmement malheureuse. C'est une image qu'on n'aimerait même pas voir vraiment, j'allais dire, sur le continent africain. Sur n'importe quel continent, on n'aimerait pas voir une image pareille, une situation pareille, où au XXIe siècle, il y a vraiment la traite d'êtres humains de cette manière, quand ce sont des hommes
on a vu, ils sont exploités au-delà de leurs capacités. On ne trouve même pas les mots pour ce qui concerne les femmes qui sont violées. Il y a même certainement ceux qui vont subir la mort suite à ce traitement inhumain. Et là, je pense que c'est un problème auquel le monde entier devrait prendre conscience et trouver vraiment une solution dans les plus brefs délais. Alfred, on a l'impression que la situation, en tout cas en Libye, concernant les migrants, a dégénéré depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Qu'en est-il? Non, ça avait commencé même avant, même du temps de Mouammar Kadhafi. Sauf qu'il avait signé des accords avec l'Europe, en particulier avec l'Italie, pour bloquer les migrants africains en Libye et les renvoyer dans leur pays. Évidemment, la chute de Mouammar Kadhafi et puis sa mort a entraîné le dérèglement de l'État libyen, qui est un État failli complètement, et donc qui a livré le pays aux mains justement des bandes armées, des groupes, etc., qui profitent de la misère des Africains. Mais là, Graziella, je voudrais dire ceci. Nous réfléchissons, nous nous intéressons aux conséquences. Mais les causes de ces migrations, voilà le vrai problème. Comment aujourd'hui encore en Afrique, les États africains sont incapables d'offrir le minimum de bien-être à leur population pour les réduire justement à ces genres de tentatives périlleuses, au risque de leur vie, au risque de la vie de leur famille, des femmes violées, des femmes prostituées, des hommes vendus en esclavage, maltraités, humiliés de mille manières. Les États africains, l'Union africaine, doivent réfléchir sérieusement pour éviter qu'on ne se déplore ces genres de situations. Et là encore, il y a ceux qui sont là, mais ceux qui arrivent à monter dans les rafiaux, etc., à mourir dans la Méditerranée. Combien d'Africains sont morts dans la Méditerranée? Et les chefs d'État africains, ils ont la conscience tranquille. On ne les voit pas bouger, dire mais nous ne pouvons pas accepter que nos peuples, que nos enfants, que nos femmes, que nos jeunes aillent se laisser maltraiter comme ça en Libye ou mourir dans la Méditerranée. Je pense que c'est le vrai problème. C'est au pays d'origine de prendre leurs responsabilités finalement. Mais en créant effectivement des conditions de vie décentes pour leur population. Merci Alfred. 30 $, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant de la taxe instaurée par le gouvernement du Botswana pour les touristes hors SADC. Alfred, les fonds seront utilisés pour développer davantage le secteur touristique, mais est-ce que cette mesure finalement ne risque pas de faire fuir les touristes ? Alors, ça dépend de la manière dont la mise en œuvre de cette mesure va être appliquée. Et là, c'est encore 30 $ pour les touristes hors SADC. Ils viendront sans aucun doute. 30 $, c'est une somme raisonnable? C'est très raisonnable. Vous voyez, à Kinshasa, tout étranger, enfin tout Congolais qui va en vacances en RD Congo, avant de repartir, il paye une taxe de 50 $. 50 $ qui disparaissent dans la nature. À ces 50 $, le farfelu gouverneur de la ville de Kinshasa a ajouté sa propre taxe, donc disons que les Congolais paient 60 $. Depuis des années. Parce que sinon, on ne vous laisse pas voyager. D'accord. Donc pour revenir au Botswana, c'est raisonnable. Pour revenir au Botswana, je dis c'est tout à fait raisonnable, mais ça dépend de la manière dont ça peut être appliqué sur le terrain pour ne pas faire fuir les touristes. Mais de toute façon, comme c'est un pays très stable, qui offre un cadre justement démocratique, un cadre politique, social, de paix, les touristes viendront. Les acteurs du secteur touristique, en tout cas, eux ne sont pas rassurés, puisqu'une mesure pareille avait déjà été prise, mais finalement elle avait été retirée suite à des plaintes des acteurs touristiques. Qu'en pensez-vous, Jean-Claude ? C'est vrai que pour les touristes qui aimeraient justement se rendre dans ce pays, quelque part, ils se sont un peu dérangés. Mais en même temps, quand une telle mesure est prise par un pays qui a besoin, qui est dans son budget aussi, il y a une partie justement
qui provient du tourisme, c'est qu'ils savent bien, c'est qu'ils ont compris que ce prix ne va pas empêcher justement les touristes de se rendre au pays. Je pense que peut-être après quelques mois, après une année, si jamais ça diminue sensiblement le nombre de touristes, le pays peut revenir, les autorités peuvent revenir sur la décision. J'ajouterais aussi une petite chose, c'est que le touriste qui paie $30, bon, ça lui permet d'aller venir autant de fois qu'il veut au Botswana. Mais ça peut lui permettre aussi, c'est dire ces $30, il aurait pu les dépenser à acheter, à manger, etc. Eh bien, ce n'est que ça, hein, c'est, j'allais dire, on déporte, transfert de dépenses. Voilà, on déporte, exactement. Merci Alfred, et ce sera donc le mot de la fin. Jean-Claude Moulinda-Abi, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste rwandais. Alfred, merci également d'avoir été avec nous. Rappelez vraiment que ça a été un ravissement pour moi de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis, mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Merci Alfred, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.